Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes sur Kewlo et en spécial, nous recevons le Fama Almami Samori Touré. Fama, aujourd'hui, nous vous trouvons dans ce vestibule qui a été construit par l'empereur, le grand, le premier, l'empereur Almami Samori Touré. Plus de 100 ans plus tard, vous voyez ici assis à cette même place. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Bon, d'abord, nous remercions toujours le bon Dieu pour nous permettre de bénéficier d'un lieu aussi symbolique qu'historique, puisque c'est lui-même qui a construit. Et il est rare que des lieux comme ça, qui a été construit à son époque, y existent. Alors c'est pour cela que je remercie le bon Dieu pour nous permettre réellement de bénéficier d'un lieu aussi symbolique. Donc pour ce sacrifice que nous venons de faire aujourd'hui, c'est un devoir que nous nous sommes octroyés en se disant que nos ancêtres ont fait leur travail, ils sont partis, c'est nous qui sommes derrière eux. Nous devions non seulement préserver la famille, notre culture, mais aussi les honorer. Puisque après eux, il y a eu la colonisation. Le colonisateur, pour pouvoir s'installer, pour pouvoir gérer nos populations, il fallait qu'ils disent des choses qui ne sont pas vraies. Et avec le temps, les réalités sont venues. Des gens de nous ont étudié, ont su la réalité. Des gens de nous se sont mis à faire la politique pour pouvoir acquérir notre indépendance dans la paix, notre dignité. Et je ne peux pas oublier le président Ahmed Sékou Touré dans cette œuvre-là, qui a fait aujourd'hui que ce soit la Guinée, que ce soit d'autres pays, qui sont des pays révolutionnaires et qui ont permis à ce que nous puissions vraiment avoir cette indépendance, cette dignité. Et d'ailleurs, ça continue à se faire puisque le colonisateur ne s'est pas démordu, continuer à nous gérer sur le plan économique, sur le plan sécuritaire et tout. Aujourd'hui, nos jeunes militaires qui ont pris le pouvoir à la fois au Mali, en Guinée, veulent faire en sorte que nous puissions être réellement indépendants sur tous les plans. Pas avoir son État, son armée, mais sur le plan économique aussi, sur le plan de l'éducation, sur le plan social, sur le bien-être. Par conséquent, nous ne pouvons pas, étant descendants directs de l'Almami Samori, nous avons eu à visiter l'ensemble de la préfecture presque de Kréwané. Nous avons eu des lieux qui sont en abandon, que nous devons vraiment œuvrer à les restaurer, à les réhabiliter, et en créant des moyens qui permettent aux autres personnes qui puissent vraiment voir ces lieux-là, voilà, se recueillir. Surtout sur ce point-là, quand on parle de l'empereur Almami Samori Touré, les gens ont tendance à penser forcément à la Guinée. Oui, les origines sont la Guinée, mais aujourd'hui, quand on sait que une bonne partie de la descendance, sinon je dirais la majeure partie de la descendance de l'Almami Samori Touré, se trouve aujourd'hui entre le Sénégal et le Mali. Quel est le message qu'on peut transmettre à ces personnes-là pour leur faire comprendre qu'au-delà des frontières et des nationalités aujourd'hui, la patrie c'était ici? Oui, effectivement, ceux qui connaissent l'histoire, après l'arrestation de l'Almami, ceux qui connaissent l'histoire savent que l'essentiel des proches de l'Almami ne sont pas en Guinée, ne sont pas morts en Guinée. Une grande partie est restée au Mali, une très grande partie sont au Sénégal. La Guinée, on vient ici, en Guinée, précisément à Kerouané, tout simplement,
c'est parce que c'est le lieu où il est né, c'est le lieu où il est né, c'est le lieu où son père est né, son grand-père est né, son arrière-grand-père est né, ainsi de suite. Et nous avons la chance aussi d'avoir nos parents qui sont sur place dans ces lieux-là. Dieu nous a donné cette chance pour que nos parents puissent vraiment être là, nous indiquer, nous conseiller, nous raconter l'histoire et de ceux qui, même avant l'Almami, nous au départ, ce qui nous intéressait, c'était l'Almami lui-même. Mais en arrivant ici, on s'est rendu compte d'une chose, que non seulement ils connaissent le présent, mais ils connaissent jusqu'à plusieurs siècles en arrière. Alors d'où la nécessité pour nous d'être là chaque année. S'il s'agit tout simplement d'avoir une grande partie des descendants de l'Almami, on n'allait pas venir en Guinée parce que beaucoup sont hors de la Guinée. Mais il s'agit d'être à la source. Et cette source-là, elle est là, elle est limpide. Parce que les gens qui sont là sont restés dignes d'eux-mêmes, préserver leur histoire. Sanankoro Fama, on ne va pas évoquer l'Almami sans faire référence à l'arrestation. Parce que les conditions de l'arrestation de l'empereur Almami Samori Touré sont toujours restées une énigme pour la plupart des afro-descendants ou de tous ceux qui revendiquent cette africanité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions l'Almami Samori Touré a été arrêté à Guélémou et dans quelles conditions le transfert a été fait de Caille vers le Sénégal? Oui, les conditions de l'arrestation de l'Almami, beaucoup de choses ont été dites en réalité. Effectivement, l'arrestation a eu lieu dans des conditions floues, douteuses. Et quand il y a eu l'arrestation, l'Almami a accepté. L'Empire du Wassoulou et l'armée... Il a accepté, il a été contraint, il a été défait ou ça s'est passé comment? Il a accepté de lui-même, sinon, si réellement il se serait suicidé. Mais il ne l'a pas fait. Son armée est intacte, mais totalement démocratisée et indépendante. Quelques heures après l'arrestation, d'après les écrits de celui-même qui l'a arrêté, le général Gouraud, a dit qu'il s'est fait encercler par Sananké Mori, après par Mokhtar, après par Mourifindian. Donc, 3 divisions, la division de Saranké Mori, la division de Bamouktar Touré, mais aussi la division du général Mourifindian Diabaté aurait pu empêcher cette arrestation. Successivement, il aurait pu, et à chaque fois, l'Almami leur demande de baisser les armes, selon les écrits même du général Gouraud. Donc, maintenant, il y a eu de Guélémou jusqu'à traverser l'ensemble de la Guinée, le Mali, Kita, jusqu'à Caille, où il y a eu la sentence. Le jour de son arrivée à Caille... La sentence, on va y revenir, c'est un jugement qui a été rendu par un tribunal militaire français. À quelle peine a été condamné l'empereur? L'empereur a été condamné à l'exil, tout simplement, au Gabon. Il n'y a pas eu de peine précise, mais condamné à l'exil, comme tous les autres chefs qui ont été arrêtés par les Français. On l'éloignait du lieu où ils sont pour éviter que les gens ne se révoltent, qu'ils reviennent pour qu'ils leur permettent de revenir au pouvoir. Vous avez évoqué Mourifindian Diabaté. Pour l'histoire et pour les Mandingues, pour la plupart, on pensait que les Diabaté, c'était juste des griots, que Mourifindian Diabaté, c'était juste un conseiller et un griot. À vous entendre, c'était aussi un chef de guerre et un général. Oui, Mourifindian Diabaté, effectivement, beaucoup de gens, quand on dit Diabaté, ils l'assimilent vraiment au griot qui vient te voir, te barama, tout ce qui suit. Mais en réalité, l'Empire du Wassoulou est une monarchie constitutionnelle, dans la mesure où il y avait un premier ministre qui était Mourifindian Diabaté. Donc beaucoup ne le savaient pas, beaucoup pensent que Mourifindian Diabaté était un simple griot. C'était un général et en même temps
au moment où il y a eu l'accord, le traité de Bissandougou, Mori Fingyan était à l'époque Premier ministre. Sa signature est sur le traité. Et cette monarchie constitutionnelle aussi, qui était rare à l'époque en Afrique, a été mise en place pour permettre aux uns et aux autres de comprendre ce que c'est qu'un État, puisque des écoles ont été créées partout où ils passaient. C'était pour que la population puisse vraiment éduquer, sensibiliser, comprendre et faire en sorte que l'État puisse être viable. Mais il faut se dire la vérité qu'au sein de l'Empire, il n'y avait pas d'entente. C'est seulement ces ententes, ces malentendus qui ont conduit, si j'ose dire, à la désintégration de l'Empire. Dans la mesure où pratiquement toutes ces forces dont j'ai cité, à un moment donné, surtout au moment de l'arrestation de l'Almami, étaient tous indépendants. Des détachements de telle personne, de telle personne. Et elle a été malgré que son armée était puissante. Mais qu'est-ce qui peut arriver et qu'est-ce qui peut amener ça? C'est les malentendus, c'est les mésententes qui ont conduit à cette situation-là. Les mésententes, les ambitions qui se sont entrechoquées, ça nous ramène à ce qui s'est passé surtout à Sikasso au Mali lors de la prise du camp ou de la ville de Kéba-Sikasso. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'était cette base et ce qu'était cette fortification que l'Almami avait voulu coûte que coûte prendre et qui lui a causé d'énormes pertes? Bon, la guerre à Sikasso est une suite des traités qui ont été signés par les Blancs en faisant savoir à l'Almami que le royaume du Kénédougou faisait partie aussi de son empire. Et la France n'avait pas les moyens à l'époque de respecter les résolutions de la conférence de Berlin qui devaient les obliger à occuper les terrains qui les ont été octroyés. Donc n'ayant pas la capacité seule de pouvoir conquérir ça, donc le traité de Binsandougou qui mettait l'Almami, enfin qui mettait l'Empire sous protectorat français, leur permettait de couvrir tous ces territoires sans combattre. Donc voilà pourquoi l'Almami non seulement a annexé le royaume du Wassoulou et ensuite est allé à Sigasso, a conquis l'ensemble du royaume de Kénédougou, qui restait que la ville de Sigasso. Et c'est là où il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'incompréhension, pourquoi il a réussi à conquérir l'ensemble du royaume et la ville même qui est entourée par un tata. Ils sont restés plusieurs mois autour. Bon, ça, il y a eu beaucoup d'explications, mais des zones d'ombre qui faisaient en sorte que c'est resté 7 mois encerclé à un endroit et ne pas pouvoir le conquérir. C'est qu'il y a eu une complicité quelque part. Ça, c'était l'encerclement fait par le général Kémé Bourama Touré. Par le Kémé Bourama lui-même, qui était le chef d'état-major des armées samouriennes et qui aurait des liens de parenté à l'intérieur qui faisaient en sorte qu'il aurait voulu une reddition volontaire que attaquer réellement. Voilà. Et le siège que lui aurait fait a duré 7 mois. On en vient à 8 autres mois, puisque la tradition orale voudrait que ce siège ait duré 15 mois. Bon, c'est toujours la même chose, parce que l'Almami, quand il est arrivé là-bas, d'abord lui, il était assez en ce moment âgé, et ensuite, ils ont perdu beaucoup d'hommes, dépensé beaucoup pour le siège. Et stratégiquement, d'ailleurs, on se demande quelle a été la raison même de ce siège-là sur le plan militaire. Beaucoup de gens ne voient pas cette nécessité si ce n'est pas une question interne. Sans cela, il aurait pu vraiment en finir en une journée. Mais malheureusement,
pour l'éternité et pour la mémoire, Oui. pouvez-vous nous rappeler, pouvez-vous nous faire la liste des valeureux généraux, chefs de guerre qui sont tombés à Sikasso? Bon, ça, je ne peux pas le dire parce que je ne le connais pas, dans la mesure où, à l'époque, c'était le chef de guerre lui-même qui était Kémé Bourama. Kémé Bourama, et qu'on en sait. Vous avez vu aussi, je reviens à Bamako, au Wayawanko, la grande bataille que l'armée samorienne a livrée contre les Français, ça s'est passé là-bas. Kémé Bourama aurait pu ne pas mourir ce jour si l'orgueil de son frère, l'empereur Almami Samori Touré, ne l'a pas poussé à vouloir coûte que coûte sauter ce tata-là pour entrer à l'intérieur. En se donnant, en acceptant, en convoquant ces femmes, en convoquant le peuple et en disant « demain je vais y aller, même si la mort serait le résultat », quelle est la leçon, quel est le message qu'il veut adresser aux générations futures? Bon, moi je pense que peut-être le fait d'assiéger, j'ai du doute que ce soit la volonté de l'Allemagne. Parce que dans ces guerres, il n'a jamais traîné, il n'a jamais assiégé un endroit. Et il règle tout de suite et il continue. Parce qu'il avait plein de territoires à conquérir. Plein. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina. Et donc le fait d'assiéger Sikasso, et c'est vraiment... je ne peux pas trop, parce qu'il y a eu trop d'idées dans ça qu'il ne faut pas s'hasarder à dire. Parce que, en fin de compte, l'Almami est venu, il a été obligé de retourner. Ce sont les Blancs qui ont achevé le travail eux-mêmes. Donc, quand les Blancs ont achevé le travail eux-mêmes, cette partie ne peut plus être dans l'Empire du Wassoulou, mais ça va être dirigé directement par l'administration française, comme Dakar, Bamako et autres. On va quitter l'Est malien pour aller un peu vers l'Ouest, vers Kaï, où après le jugement, le verdict aurait été de condamner l'Almami Samori Touré à l'exil. Quelles sont les personnes qui avaient été autorisées à le suivre dans son exil? Bon, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire quelles sont les personnes qui ont été obligées, parce qu'ils ont été condamnés eux aussi. C'était Morifinja Ndiabaté, Saranke Mori et l'Almami Samori lui-même. Maintenant, ce que beaucoup de gens ne le savent pas, Sarang, qui a été vraiment la femme que tout le monde chantait, avait refusé à Kai, la favorite de l'accompagner. Voilà, de l'accompagner. Et c'est d'autres personnes, effectivement, qu'on a choisies au sein de la famille, parce qu'il y a eu quand même des mariages à l'intérieur de la famille. Ceux qui sont partis sont des Tourés. Sarang et Konaté, et les deux troncs Konaté là. Donc c'est eux seulement qui ont quitté Kaï par bateau pour aller à Saint-Louis. Et lorsque la nouvelle du bannissement de l'Almami, de l'exil de l'Almami Samori Touré a été annoncée à ces sujets, que ce soit ceux qui sont restés en Guinée ou en cours de route, tout le monde s'est dit que le point de ralliement devait être le Sénégal et tout le monde est descendu pour aller retrouver l'empereur. C'est cela qui est à l'origine de l'exil ou pas? Bon, en réalité, il était venu avec près de 600 personnes à Kaï. Et Mokhtar que tout le monde parle, lui, ils ne l'ont pas exilé au Gabon, ils l'ont exilé à Tombouctou. Lui, il a été envoyé à Tombouctou parce que c'était l'un des éléments les plus dangereux qu'ils craignaient avec Morifinja. Donc les autres ont été livrés à eux-mêmes à Kaï. La majeure partie n'ont pas voulu rejoindre la Guinée, sont partis au Sénégal. Abandonnés à Kaï, sans ressources, sans moyens. Sans moyens. Pour des familles qui étaient régnantes, oui. Se retrouver du coup sans ressources. Oui. On a notre doyenne qui est à Kaï, sa maman était l'une des filles de l'Almami, qui avait 13-15 ans à peu près, qu'on l'utilisait pour préparer à manger aux soldats, pour qu'elle puisse manger à Kaï. Donc moi, mon propre père n'avait pas le droit de commercialiser quoi que ce soit qui était lié aux Blancs.
La seule fois où il a eu, c'est chaque année quand il fait froid, vers décembre et autres, et il y a des trucs, il y a des couvertures qu'on renouvelle. Ces couvertures-là qu'on renouvelle et sont données à certains commerçants pour vendre. Et lui, il n'était pas... C'est le commerçant qui a pris et lui a redonné une partie pour qu'il puisse vendre. Et rien que ça seulement, et les Blancs ont appris que l'un des fils de l'Almami a pu être en train de vendre ces couvertures-là. Parce qu'il devait tout faire, tout, pour qu'ils restent démunis pendant des générations, pour qu'ils ne tentent pas en une seule fois de revenir. C'est ce qu'ils ont dit pendant la sentence à Mokhtar, qu'il va aller montrer l'exemple à Tombouctou là-bas, comme quoi on ne peut pas s'attaquer aux Blancs comme ça. Est-ce que ce serait cela la cause ou le fait que des centaines de personnes de la lignée de l'Almami Samori Touré ont renié ou ont refusé d'annoncer ou de dire leurs origines à leurs descendants? Est-ce qu'après cette chute, oui, après cette condamnation, ce bannissement, oui, est-ce qu'il y a eu une peur de vengeance ou des trucs comme ça qui fassent que les descendants ont peur d'annoncer publiquement leur origine? Je ne pense pas que ça soit ça, plutôt. Puisque le problème qu'il y a, ce que je viens de dire, quand on te retrouve vraiment démuni jusqu'à un certain niveau, on baisse les bras. Et à l'époque, c'était très difficile. Il y avait une politique à partir de Kita, Kaï, jusqu'au Sénégal. Tous les descendants des Samori qui étaient indexés d'une autre manière avec un esprit vraiment de quelque chose qui est négatif. La première fois que j'ai compris même qu'il y a quelque chose, une des co-épouses de ma grand-mère maternelle a dit que moi, j'ai eu une altercation avec une de mes sœurs là-bas, de cousine plutôt, a dit « Ikana Samoru bonzon ka kolasema ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas que me mette avec quelqu'un des descendants de Samori. Bon, là, cette phrase-là dit beaucoup. Ikana Samoru bonzon ka kolasema. Ça dit beaucoup. Bon, donc c'est cet esprit qui était là-bas. Donc tu ne peux pas vraiment te taper la poitrine dans un milieu hostile. Tu ne peux que te résigner. Et beaucoup d'entre eux sont partis dans les villages. Ceux qui sont arrivés au Sénégal, beaucoup sont aussi rentrés dans l'armée parce qu'il y avait des élites qui étaient bien formées dans l'armée samorienne, qui ont fait la guerre 14-18 et qui sont restés au Sénégal, qui se sont installés. Mais la majeure d'entre eux ont coupé les liens avec ceux qui sont en Guinée ici. Ils ont été accueillis par des populations mandingues longtemps établies en Casamance. En Casamance, en Guinée-Bissau, dans le Sénégal oriental, ils sont répartis un peu partout. Et les familles sont encore là-bas. Et il n'y a pas de contact entre eux. Et notre objectif à nous, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de rechercher nos parents. Et peut-être ce ne sont pas les mêmes qui sont là-bas aujourd'hui, ce sont les arrière-petits-fils qui sont là-bas, mais qui connaissent leur histoire. Mais comment faire pour rentrer en contact et pour dire, bon voilà, moi, mon grand-père était un des fils de l'Albanie, un des neveux ou autres, et j'aimerais vraiment rejoindre et connaître ma famille. Aujourd'hui, notre rôle, c'est ça en réalité. Le Sénégal et l'Almami Samori Touré, ça a été un exil à Saint-Louis du Sénégal, à Dakar plus tard, et à Dakar, plus tard au Gabon. De là, il va faire une rencontre extraordinaire que qui intéresse les Sénégalais. C'est sa rencontre avec le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Quels sont les souvenirs ou les récits qui vous ont été rapportés de cela?
Bon, les récits qui nous ont été rapportés, d'abord, nous prions toujours pour Cheikh Ahmed Bamba et nous prions pour sa famille. Il a reçu quelque chose, ou Dieu lui a permis quelque chose, et les Blancs doivent le savoir aujourd'hui, que plus de 100 ans après sa mort, il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens qui suivent son chemin, qui prient, qui demandent vraiment des doigts. Et ça, c'est dû à une chose. Tu sais, c'est quelqu'un qui est simple. Il a tout simplement dit que si lui, Dieu a fait qu'il se retrouve au Gabon à cet endroit-là, c'est parce qu'il y a un grand homme qui devait mourir là-bas et que lui devait, en tant que musulman, prier sur lui. Puisqu'il n'y avait personne là-bas, un musulman qui pouvait mourir, c'est-à-dire qu'il pouvait prier sur sa tombe, sur son corps, en cet endroit-là. Et que si lui se retrouve là-bas, c'est que Dieu lui a envoyé pour faire ça. Ça, c'est un honneur énorme qu'il a fait à l'Almami Samori. Et nous, on continue à lui devoir. Si on avait la possibilité, une délégation devait être chaque année à Touba, participer vraiment à la célébration des événements là-bas. Parce que il a presque donné sa vie là-bas pour l'Almami. Dieu seul sait qu'il avait les possibilités, les moyens de se soustraire des Blancs. Mais il a accepté quand même de rester. Pour clôturer cet entretien, Ouais. puisque aussi beaucoup de rumeurs circulent sur les conditions de mort de l'Almami Samori Touré, il est mort de quoi exactement? Bon, officiellement, on dit qu'il est mort de pneumonie, qu'il est dans un endroit hostile. Mais moi, je dis que c'est faux parce que là où l'Almami était, c'est la forêt. On est dans une zone juste à côté de la forêt, mais lui, il était en pleine forêt. Guélémou, il se trouve en pleine forêt. Ce sont les mêmes conditions de vie que le Gabon. Tout simplement, il n'a pas été traité dignement tel qu'il devait être. Quand vous voyez les habits que porte l'Almami, les photos, ce n'est pas ces habits qu'il portait. Tout simplement, ceux qui ont eu les photos de Jaoulin Karamoro à Dakar, en France, et tout, et c'était un prince impérial avec tous ses accoutrements et tout. Dire que c'est son père qui est comme ça, qui est l'empereur, chacun comprend qu'il n'a pas été traité dans les conditions réelles qui devaient être pour lui permettre de rester longtemps en vie. Donc ce sont les conditions dans lesquelles il était qui a entraîné sa mort. On rappelle qu'il est décédé le 2 juin 1900. Ouais. Lorsque ce décès a été rapporté à Cheikh Ahmadou Bamba, qui se trouvait à Lamberéné, Cheikh Moussaka, qui est l'un de ses compagnons, a dit qu'il avait fait la prière mortuaire de l'Almami Samori Touré. Qu'en était-il de ses compagnons, dont Mori Findiang Diabaté, qui était aussi du voyage? Mori Findiang Diabaté est resté à côté de l'Almami jusqu'à sa mort, parce qu'après Mori Findiang a eu la possibilité, il était libre. Mais il n'a pas voulu. Il est resté, comme Samori est resté et mort à l'exil. Lui, il ne va pas rentrer en Guinée, il restera aussi à l'exil. Donc Mori Findiang est resté avec lui jusqu'à la fin. Donc c'est ce que les gens disent, c'est le symbole de l'amitié entre eux. C'est comme ce qu'on a vu à Koflakro. Ouais. Et là, oui, c'est-à-dire que Koflakro, les 4 personnes qui étaient liées par le serment, finalement sont morts le même jour. Ce sont ces tombeaux-là qu'on a vus. Ça, c'est l'arrière-grand-père de l'Almami Samori Touré, Fabou Touré, à Koflakro. C'est pour les tourner, il faut qu'on y aille là-bas. Tout descendant de l'Almami Samori doit mettre les pieds à Koflakro, parce que Koflakro, c'est 600 ans
en arrière. Et la lignée, quand on vient ici voir, faire un circuit touristique et historique, Koflakro doit être la première place pour pouvoir vraiment se ressourcer. Almami est décédé. Morifi Ndiang Diabaté a veillé jusqu'à sa mort. Il reste Saranké Mori. Qu'est-ce qui est devenu Saranké Mori? Saranké Mori est resté au Gabon. Il a eu des enfants là-bas. Le premier de ses fils est revenu. Et Abraham Khalil à Cancan. Et parmi nous, il a beaucoup de ses petits-enfants qui sont là. Mais lui-même est resté là-bas. Il est resté en 2000. Et quand on célébrait le centenaire de sa mort, il y a un Gabonais qui est venu à l'ambassade de la Guinée, au Mali, et qui voudrait voir ses parents. Le chargé diplomatique de l'ambassade m'a appelé pour me dire qu'il y a un parent qui est là et qui voudrait vraiment assister au centenaire en Guinée. Je suis parti et c'est un petit-fils de Saranké Mori. Alors, quand je suis arrivé, on ne m'a pas montré, je l'ai reconnu tout de suite. C'était un colonel de la douane gabonaise. Alors, je l'ai amené dans les deux grandes familles de Bamako. Et puis après, il est venu parce que moi, je ne pouvais pas l'accompagner. Nous aussi, on organisait le centenaire à Bamako. Et donc, on l'a envoyé. Il est venu faire célébrer le centenaire à Conakry avec nos parents là-bas. Et on dit qu'il est descendant de l'Almami, mais de Saranké Mori. C'est une des filles, sa maman est une des filles de Saranké Mori. Voilà. Donc, c'est Jacques Samori Okanga qui. Voilà. Jacques Assanga. Voilà. Donc, finalement, oui. Les tombes de l'Almami Samori Touré, de Morifi Ndiang Diabaté, qui reposaient au Gabon, ont été ramenés en Guinée, sur le sol de leurs ancêtres pour l'éternité. Oui, bon, j'ai été avant 2000 à Conakry. J'ai été voir Adja André, la femme du président Ahmed Sékou Touré. Alors, donc, on a parlé là, il m'a dit, bon, on va se donner rendez-vous à la mosquée Faisal, où il y a le mausolée. Elle, Adja André, chaque vendredi, va se recueillir devant la tombe de son mari, le président Ahmed Sékou Touré. À côté, il y a l'Almami Samori. À côté, il y a Morifi Ndiang Diabaté et Alpha Yaya Diallo et ainsi de suite. Donc j'ai eu l'honneur d'être là-bas en présence de Madame la première dame Adja André. Et c'était merveilleux. Et il fallait la voir comment, quand elle est là-bas, elle se recueille devant le tombeau de son mari. Rien que voir ça seulement, on sent la fidélité, on sent l'amour, on sent la dignité de cette dame-là.